Chers amis d'Omerta, je me trouve aujourd'hui à Tchassiviar. Tchassiviar, c'est en ce moment le point le plus chaud du conflit russo-ukrainien. Nous préparons le prochain reportage que vous pourrez retrouver dès maintenant dans leur série d'Omerta, leur série numéro 2, Ukraine, la guerre sans fin. Dans ce numéro exceptionnel, vous allez pouvoir retrouver 3 ans de reportage d'Omerta sur l'intégralité des 1200 km de la ligne de front, de Koursk à Lugansk, à Donetsk, jusqu'à Kherson. Dans ce magazine aussi, vous allez retrouver les meilleures analyses, les meilleures prospectives de ce conflit, notamment avec la participation des experts du Centre français de recherche sur le renseignement. Pour nous soutenir et pour qu'on continue notre travail, pour qu'on poursuive notre travail sur le terrain, eh bien alors procurez-vous ce magazine dès à présent en prévente sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci et à très vite. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube et également de l'application. Je rappelle, comme à chaque intro de ces entretiens, pour ceux qui les suivent depuis un moment, vous allez dire que je radote, mais je le dis à ceux, et en particulier aux nouveaux abonnés de la chaîne YouTube, qu'il existe une application Omerta sur laquelle vous pouvez voir nos documentaires, les making-of, toute la vie de la rédaction, tous nos contenus, nos productions. Ça coûte 5 € par mois, ça vaut le coup d'essayer. Et puis après, vous poursuivez ou poursuivez pas. Mais en tout cas, ne restez pas cantonnés uniquement à notre chaîne YouTube. Allez aussi jeter un œil. On met des extraits de nos documentaires, vous le savez, sur la chaîne YouTube. Récemment, on en a mis un sur un reportage que nous avons fait en novembre avec les dronistes sur le front de Koursk. Donc, un reportage exclusif et très immersif qui vous laisse un petit peu deviner l'importance des drones aujourd'hui dans la guerre. Bref, tous ces contenus exclusifs, vous les avez, vous en avez des petits bouts sur la chaîne YouTube, mais vous les avez surtout sur l'application que vous pouvez télécharger et à laquelle vous pouvez vous abonner. Voilà, j'arrête avec cette introduction un peu longue. Merci en tout cas de revenir pour une nouvelle édition du Grand Entretien, avec toujours des invités exceptionnels ou des invités, en tout cas des experts, des vrais experts. Et aujourd'hui, je reçois le général Jean-Marc Maril. Bonjour monsieur. Bonjour mon général. Alors, je vais vous présenter, même si c'est la 3e fois que vous venez chez Omerta, c'est très intéressant parce que on va dire, vous êtes venu 3 fois, on arrive aux 3 ans de la guerre en Ukraine et on a beaucoup parlé de cet épisode ensemble, de ce drame, de cette tragédie contemporaine, de ce retour, on va dire, de la guerre de haute intensité. Donc vous êtes général de brigade en retraite, docteur en histoire, ex-attaché de défense au Tchad et vous êtes aussi un ancien du renseignement. Alors, comme j'ai prononcé le mot Tchad, on va commencer par là. Il y a une semaine, les dernières forces françaises ont quitté le pays. La présence des Français, les Français étaient au Tchad depuis plus de 50 ans. D'abord, personnellement, comment avez-vous vécu cet événement et qu'est-ce que ça signifie sur la France dans le monde, plus généralement ? Mais le Tchad, c'était notre porte-avions terrestre en Afrique. Ça permettait à la France de pouvoir réagir très facilement dans les crises qui pouvaient toucher ou le Tchad ou les régions, les pays périphériques. Mais le Tchad a été pour nous, moi qui suis un marsouin, la terre de toutes nos expériences premières. Et dans mon Marsouin, troupe de marine, oui, précisé Marsouin, pour les néophytes. Et donc, c'est un pays où j'ai vécu 5 ans comme soldat, sous différentes formes, d'officier subalterne jusqu'à attaché de défense. C'est un pays dont j'ai connu toutes les évolutions récentes, d'Hissène Habré au président Idriss Déby et maintenant à son fils. J'ai senti à un moment donné, lorsque j'étais attaché de défense, que nous avions manqué une opportunité de montrer aux Tchadiens l'intérêt et l'importance que pouvait représenter pour eux la présence française au Tchad. À un moment donné, le régime du président Idriss Déby a été
extrêmement contesté par des forces armées qui avaient été armées par le Soudan, qui ont fait 10 campagnes rebelles entre 2005 et 2009. 43 batailles ont été livrées. Plusieurs fois, le président Idriss Déby avait demandé à ce que l'aviation française intervienne pour l'aider, notamment pour protéger sa capitale, qui a été attaquée 2 fois. Et 2 fois, nous n'avons pas répondu aux demandes du président Idriss Déby. Il s'est débrouillé tout seul pour gagner ses guerres. Et pendant qu'il nous demandait cette aide en 2008, on a fait une intervention avec nos avions en Centrafrique, à partant du Tchad. Et là, le président Idriss Déby, mais quand moi je demande, vous ne faites pas, sous prétexte qu'il ne faut pas se mêler des conflits intérieurs. Mais là, en Centrafrique, vous venez de le faire. Et moi, je n'y ai pas droit. Et là, je pense que les Tchadiens ont pris conscience de l'ambiguïté de la France à l'égard du Tchad et du Tchadien et de son régime, et que ça a été une blessure. Et cette blessure, c'est ce qu'a finalement réévoqué son fils lorsqu'il a justifié le départ des troupes françaises en disant « mais dans le passé, finalement, vous ne nous avez pas aidés ». Et je pense que c'est là que nous avions commencé vraiment à enterrer l'amitié qui pouvait exister depuis si longtemps entre les forces tchadiennes et nous. Alors, est-ce que on peut dire finalement, puisque les Tchadiens constituaient, on va dire, la force militaire, l'une des rares forces militaires de la région capable de se déployer, y compris d'envoyer des corps expéditionnaires jusqu'à 2000 km de son pays, pendant l'une des batailles, celle des Iphoras en 2013, nous avons compté sur les Tchadiens pour mener cette dernière offensive victorieuse contre les djihadistes qui menaçaient le Mali pendant l'opération Serval. Est-ce que vous pensez que les Tchadiens sont imaginés qu'on comptait sur eux, mais qu'eux ne pouvaient pas compter sur nous ? Ben, c'est un peu ça, en fait. Et avec l'évolution qui s'est traduite au Mali, au Niger, etc., au Burkina Faso, qui a été marqué par le retrait des troupes françaises, il y a eu comme une sorte de logique d'expulsion des forces françaises, et les Tchadiens, qui finalement n'avaient pas eu de notre part un très grand soutien, se sont dit que pourquoi ils resteraient en marge de ce mouvement. Donc c'est un peu comme quand il y a eu la décolonisation en Afrique, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui s'est amplifié, qui s'est comme un jeu de quilles, et en fait c'est ce qui vient de se passer avec aussi des relents d'anti-France qui s'appuient sur une lecture historique qui est quand même quelquefois souvent très biaisée, notamment avec le wokisme. Et tout ça fait qu'il y a une fragilité générale de la France à l'extérieur, et que cette fragilité générale de la France, puisqu'elle ne sait même pas se défendre, ni même justifier pourquoi elle agit, eh bien les Français ont été mis dehors, et c'est une perte d'influence énorme. En fait, c'est un peu comparable à un effondrement, j'allais dire, post-Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que la France, ça redevient l'Hexagone quelque part. D'ailleurs, l'expression est née après la... Oui, parce que là, nous n'avons plus que Djibouti. Djibouti, je crois qu'encore le Gabon. Oui. Mais c'est encore très peu de soldats au Gabon. Oui, peu de chagrin. Oui, ce sont des forces qui sont destinées à encadrer, à faire de l'assistance militaire technique, plus que d'être capable d'agir d'une façon rapide, comme c'était le cas avec les troupes françaises au Tchad. Alors maintenant, une question un petit peu, on va dire, spéculative, mais est-ce que vous croyez que la France doit continuer à jouer un rôle en Afrique ? D'abord, pour le moment, elle n'en a pas les moyens ni la volonté, on le voit bien. Mais est-ce que vous pensez qu'elle doit continuer à jouer un rôle dans l'Afrique, et vous pensez qu'il y aura, d'une façon ou d'une autre, un retour de la France à un moment donné ? Je pense qu'on a quand même été le plus souvent dans nos actions tournés vers l'intérêt de ces pays. On a répondu à leurs demandes. Quand ils veulent que nous partions, nous partons. S'ils veulent que nous revenions, je pense que nous le ferions. Parce que l'Afrique représente quand même
un continent de défis. Le défi de l'immigration, le défi de la sécurité, le djihadisme qui quand même progresse, je dirais presque triomphant dans la bande sahélo-saharienne et elle descend vers le sud. Donc c'est quand même une zone de tous les dangers quelque part, et aussi de tous les futurs, puisque l'Afrique c'est un continent qui est riche, riche de ses hommes, riche de ses ressources. C'est un continent qui se développe et qui se développera, et puis c'est la matrice de l'humanité, puisque bientôt, d'après les évolutions démographiques, on sait que l'Afrique représentera presque le tiers, voire les 40% de la population mondiale. On ne peut pas se désintéresser d'un tel continent, à la fois en devenir et à la fois risqué. Pour revenir sur les erreurs, ou en tout cas, c'est qu'on n'a pas... il y a quand même des faits notoires sur, justement, pour l'émergence de ces djihadistes qui font qu'ils ont exploité bien souvent des ressentiments locaux ou des minorités. Je pense aux Touaregs en particulier avec le MNLA. Des gens comme Abgali auraient pu rester dans le bon camp, on va dire, et finalement ont versé dans le djihadisme. Les Peuls aussi. Eux, c'est plutôt le IGS au sud du Mali. Finalement, tout ça s'est fait sous notre supervision, puisqu'on était présents et on nous a accusés de tous les maux. Alors, est-ce que finalement, on n'est pas resté trop longtemps en Afrique ? Barkhane a duré 8 ans, et que finalement, le fait de ne pas avoir été capable de répondre à des problèmes qui étaient quand même assez évidents, on s'est nous-mêmes tiré une balle dans le pied quelque part. Quand vous restez longtemps et que les problèmes... Même si notre armée a quand même détruit, anéanti à peu près la totalité des chefs djihadistes. Mais comme on sait, ils se renouvellent. Mais... voilà. En fait, le problème, c'est que quand vous restez longtemps et que les populations ne voient pas l'efficacité de votre action, parce qu'elle n'est peut-être pas aussi assez expliquée, et quand vous vous engagez sur un théâtre d'opération aussi vaste et que vous mettez que quelques milliers d'hommes sur le terrain, c'est impossible à résoudre. Parce que la problématique est essentiellement une problématique de politique intérieure de ces pays. Les Touaregs étaient les seigneurs, par exemple au Mali et au Niger. Ils terrorisaient les populations du sud, ils étaient esclavagistes, ils faisaient peser sur les populations locales des razzias, historiquement, qui se sont interrompus avec la colonisation française. Et lorsque la colonisation française s'est terminée, dans les années 60, les élites maliennes ou nigérianes étaient des élites éduquées, donc des gens du Sud, des gens qui allaient à l'école. Et ils ont donc pris le pouvoir, et à ce moment-là, vous avez une sorte de revanche historique qui s'est faite avec un déclassement des Touaregs, par exemple, et qui a abouti à leur marginalisation dans la société malienne ou nigériane, beaucoup plus au Mali qu'au Niger. Et cette non-intégration, ce non-intérêt, voire cet esprit de revanche qui a existé contre les Touaregs, a abouti à leur déclassement, et ce déclassement a abouti à une révolte. Cette révolte, elle s'appuie sur ce qu'ils peuvent. S'il faut être djihadiste pour avoir de l'armement, pour avoir du soutien, on est djihadiste. Je ne suis pas persuadé que le Touareg de base soit un djihadiste acharné. Par contre, c'est quelqu'un qui veut retrouver sa dignité, son autonomie. Et donc, dans une société aussi hiérarchisée, aussi structurée que sont les sociétés africaines, les gens qui sont déclassés feront tout pour retrouver leur place. C'est ce qui s'est passé au Tchad avec les hommes du Nord, qui ont été déclassés du temps de Tombalbaye, qui aboutit à une révolte des hommes du Nord, puis leur victoire sur les hommes du Sud, et la mainmise des hommes du Nord sur le Tchad depuis, c'est ça. Depuis maintenant 40 ans. Et également, on pourrait prolonger ça avec les Peuls et le Grand Massina, le reste de ce royaume mythique qui les avait vus conquérants. Récemment, je crois que c'est la semaine dernière, votre collègue, le général Gomard, a fait une tribune dans l'Opinion où il pointe du doigt de façon très marquée le rôle d'Emmanuel Macron dans le fait que la France ait été éclipsée de l'Afrique. Est-ce que vous êtes aussi, est-ce que vous partagez cette idée que notre président actuel n'a pas compris l'Afrique
est passé à côté de quelque chose et que ça n'a fait qu'accentuer le processus que vous venez de décrire. Et oui, bien sûr, un président a forcément une responsabilité, surtout quand ça se passe sous son mandat. Je pense qu'il ne conçoit pas la société africaine dans sa réalité. C'est-à-dire que nous, on a tendance à imaginer que l'Afrique est un monde occidentalisé à bien des égards, avec ses élites, etc. Mais l'Afrique a ses propres règles, ses propres lois. En Afrique de l'Ouest, il y a des castes qui existent. Il y a une réalité sociologique africaine, des croyances très fortes qui font que si on n'intègre pas la société africaine telle qu'elle est dans son raisonnement, on se trompe. Et je pense que la société africaine est assez conservatrice sur certains aspects de la société, et que quand vous mettez en avant des aspects qui ne sont pas partagés par l'ensemble des religions qui animent... Quoi, par exemple ? Prôner, vous savez, le transgenre, prôner les droits LGBT, etc., dans des sociétés musulmanes ou africaines traditionnelles, chrétiennes ou animistes. C'est quelque chose qui discrédite le discours. Ça leur paraît un épiphénomène par rapport Cette nomination, par exemple, d'un ambassadeur LGBT, ça a fait beaucoup de mal, selon vous ? Moi, je pense que ça fait du mal, bien sûr. Ça fait du mal parce que c'est une sorte de figure de proue en disant, voilà, nous, occidentaux, nous voulons défendre ces libertés, ces choix de vie, de société, et ça télescope la société africaine. Donc je pense que oui, c'est une erreur vis-à-vis de la conscience des peuples africains qui n'ont pas ces mentalités-là. Donc pour eux, je pense que ça reste dans la sphère privée et que ça reste peut-être sous le boisseau, caché, mais parce que c'est une réalité aussi qui existe dans tous les continents. Mais cette réalité, elle ne doit pas être mise en avant. Des comportements qu'on attend aussi d'un président français. Les images de Kinshasa, tout ça, c'est des choses qui heurtent, je pense, les dirigeants africains. Ils n'imaginaient pas un président français faire ça. Ils n'imaginent pas le général de Gaulle faire ça. Donc, quelque part, l'image du général de Gaulle, la projection de la France, c'était un peu... Oui, ça reste la figure mythique. Voilà. Ouais. Et ça, avec de tels schémas qui sont, bien sûr, contemporain pour nous et normal pour nous, n'existe pas en Afrique. Alors, on parle d'Emmanuel Macron, on parle de cette France, hélas, réduite à l'Hexagone, comme vous l'avez bien expliqué, avec un président qui a décrété une dissolution de l'Assemblée nationale en juin dernier, qui est conduit à une forme de grippage, on va dire, des institutions. Il y a un gouvernement, mais qui est menacé de censure, qui a une sorte d'épée de Damoclès sur la tête, qui fait que les choses ne fonctionnent pas bien, ou en tout cas que tout est grippé. Et dans le même temps, au niveau international, on est en train d'assister à une tornade avec à sa tête, ou une révolution conservatrice, on va dire peut-être, si on peut prendre ce terme, de la part de Donald Trump. Donc ça tombe mal qu'on soit dans cette situation de blocage, mais comment vous voyez un peu l'évolution avec justement un monde qui est en train de se recomposer, et on a l'impression un petit peu sans nous? Oui, parce qu'il y a des rapports de force qui se créent, et les rapports de force se fondent sur l'économie, sur la démographie, et puis sur la puissance militaire. Et les ressources aussi, et les ressources, très important, les terres rares, etc. Bon, on en reparlera. Donc, face à un Donald Trump qui veut mobiliser tous ses moyens pour les États-Unis, pour que sa politique soit un tournant qui est fait en faveur des États-Unis et donc du pays et de leur population, il y a une sorte de chasse au gaspillage qui est faite avec l'USAID et tous les scandales qui semblent apparaître. Ça vous a surpris, ça, oui. les financements, la destination de cet argent public américain? Alors,
Je sais qu'il avait déjà été utilisé à des fins, j'allais dire, quasi subversives pour éliminer certains Mhm. hommes politiques ou aider à renverser certains hommes politiques qui ne plaisaient pas dans leur ligne extérieure aux États-Unis. Ça, je le savais. Mais si c'est vrai qu'on donne 20 millions de dollars à Angelina Jolie pour aller Mhm. soutenir jusqu'à Van Damme qui aurait touché 1,5 million à Ouais. l'échelle des... Ou les transgenres au Guatemala, 10 millions, Oui, la chasse aux fake news au Kazakhstan, enfin, quand même des choses quand même très étonnantes. oui, alors ça je ne le savais pas. Je pensais que le USAID était vraiment fait pour soutenir la politique américaine, j'allais dire au sens large, mais pas Ouais. pour entrer Ouais. dans un tel soutien à une idéologie. Mm. Donc là et je pense que ça va faire mal. Alors je sais qu'il y a déjà un juge qui a essayé de limiter l'accès aux hommes de Minsk pour essayer de gratter en plus, parce que je pense que derrière tout ça, en gagnant des délais, on peut essayer peut-être de Oui. masquer certains éléments qui seraient peut-être encore plus troublants. Donc, en tout cas, oui, moi, je suis surpris et je dirais catastrophé. Catastrophé, vous pensez qu'on va disparaître ou qu'on va devenir des pions Parce que, pour revenir à l'Afrique, les Alliés et les États-Unis comptaient sur nous en Afrique. On était le gendarme dans une zone où il y avait du djihadisme. On comptait dans l'ensemble international, dans la communauté internationale. On avait notre rôle, on ne l'a plus. Ben oui, en plus, on travaillait avec les Américains au niveau Bien du sûr. renseignement. Et Il y a eu l'Afghanistan aussi. Enfin bon, voilà. donc, oui, puis en plus, notre armée a quand même été... Je voulais parler de puissance tout à l'heure, mais notre puissance militaire, elle a été quand même d'une manière catastrophique réduite. Et donc on a peu de moyens. Et on voit bien que la guerre en Ukraine montre qu'il faut de l'artillerie, puis il faut du fantassin. Et nous, on a quand même... Et puis il faut des armes d'appui, comme le génie. Et tout ça, l'artillerie et le génie ont été sabrés. La défense solaire a été sabrée. On n'imaginait pas que les conflits futurs seraient aussi violents, avec une composante aérienne aussi importante, notamment avec les drones. Et tout ça, ça appelle la création d'un système de défense solaire très important. Et ça, on a fait l'impasse totale. Donc en fait, les choix politiques qui ont été faits depuis la chute du mur de Berlin nous a amenés à être une micro-puissance militaire par rapport aux États-Unis, par exemple, par rapport au reste du monde qui s'est armé. L'Europe s'est désarmée alors que tout le monde s'armait. Si on fait Où elle a sous-traité sa sécurité, comme l'Allemagne avec les États-Unis. Oui, et qui a souvent torpillé nos initiatives pour justement ne pas froisser le puissant ami et allié américain. Donc effectivement, la France a fait des choix qui ont été ceux de nombreux présidents, c'est-à-dire que la défense a été une variable d'ajustement du budget. Moi, quand j'étais stagiaire à l'école de guerre, j'ai appris avec stupéfaction que nos budgets n'étaient jamais réalisés. Ah oui. Par exemple, si on disait qu'on donnait, je ne sais pas, X milliards à la défense, c'était 60 ou 70% qui étaient réalisés. Parce que 30% de ce budget n'était pas alloué à la défense, parce que c'était retiré, c'était pas... Ah oui, ça n'arrivait jamais. Ça n'arrivait pas. Ouais. Et il y avait... Moi, je me souviens, quand j'étais chef de corps du 21e régiment d'infanterie de marine, pendant 1 an, on n'a pas pu avoir un sou pour améliorer le logement de nos soldats. Parce que chaque fois... qu'on présentait un dossier, il était refusé alors qu'on avait l'argent. Et on nous a amené juste au moment où l'argent n'était plus utilisable parce que c'était novembre, je me souviens à peu près que c'était ces dates-là. Et donc, ça passait à la trappe. Et des fois, c'était pour... Il y avait une tâche sur une photocopie, enfin, des trucs byzantins qui faisaient que nos dossiers n'arrivaient pas. Et ça, ça c'est un tout petit exemple, mais au niveau du pays, de la défense, ça a été une politique qui a été menée comme ça. Et moi, j'ai vraiment été stupéfait, parce que quand on regarde les publications de l'époque, le ministère de la Défense ne disait pas que ce budget n'était pas fait. C'était le bureau finance de l'EMAT qui nous l'expliquait, à nous, stagiaires, qui découvrions. J'imagine. Ouais. Alors, pour rester sur Trump un petit peu, et justement par rapport à cette réduction, même si la France dit souvent on a la plus grosse armée en Europe, bon, elle a été entraînée en Afrique de façon assez importante, même s'il s'agissait de guerres de basse intensité. Là,
on s'achemine vers des discussions, en tout cas des négociations. On ne sait pas exactement quelle forme elles vont prendre. Trump s'agitant dans tous les sens, expliquant à Zelensky qu'il va devoir, qu'il aimerait disposer de 500 milliards de dollars de terres rares en échange de tout ce qui a été donné à l'Ukraine. Bon, je crois que le président ukrainien est d'accord. A-t-il vraiment le choix ? Rien n'est là est la question. Pour ce qui est de la discussion avec Poutine, on a vu cette nuit le retour d'otages américains. Donc il semble qu'il y ait quand même des gages de bonne volonté de part et d'autre. Mais il y a dans le plan Trump, ce qu'on annonce le plan Trump, qui a été concocté par le général Kellogg, l'idée que les Européens devraient mettre la main au porte-monnaie pour financer la sécurité de l'Ukraine, voire déployer des troupes. Est-ce que vous y croyez ? Et au vu de ce que vous venez de nous dire sur nos armées, est-ce que nous en avons les moyens, même si, on va dire, le front se gèle un peu à la manière de la zone démilitarisée en Corée voilà. Mais pour ça, il faudrait déjà que les Russes soient d'accord. Oui. C'est le premier problème. Ouais. Le deuxième problème, c'est nos moyens, parce que si vous mettez des troupes pour surveiller un corridor, j'allais dire, comme entre la Corée du Sud et du Nord, ça exige des moyens, des rotations, qu'il ferait et sur quelle durée. Ensuite, il y a le problème que le président Poutine a évoqué en disant qu'il ne voulait pas traiter avec Zelensky, dans la mesure où il n'est plus légitime, puisqu'il est hors mandat, et que suivant la constitution ukrainienne, ça doit être le président de la Rada, de l'Assemblée nationale, qui devrait prendre le lead. Alors ça, les Américains ont compris, ils veulent imposer des élections. C'est ça. En souhaitant que justement Zelensky se présente et soit battu, en fait. En fait, c'est ça. Donc la légitimité du président Zelensky est contestée par le président Poutine, qui dit « moi, je ne peux pas signer avec quelqu'un qui n'est pas légitime pour signer ». Donc ça aussi, ce sera un élément retardateur. Est-ce que vous pensez que l'argument de la présence ukrainienne dans le saillant de Koursk, enfin de Soudja, est aussi un élément de blocage ? Les Russes avaient dit à un moment il n'y aura pas de négociation tant que les troupes ukrainiennes seront encore présentes sur le territoire de la Russie. Oui. Je pense qu'il faut aussi les efforts nécessaires pour commencer à expulser ou à repousser les troupes. Alors, les Ukrainiens aussi rajoutent des troupes. Oui, je vois, ont tendance à s'accrocher un petit peu à ça, comme, alors qu'ils reculent partout ailleurs. C'est ça. Mais ils commencent aussi à avoir des grosses difficultés dans la région de Soudza, parce qu'ils ont eu quand même des pertes très importantes. Ils ont engagé souvent leur meilleur matériel, fourni par les Occidentaux. D'après ce que je sais, la casse a été quand même très importante dans les unités ukrainiennes. Et donc, je ne sais pas s'ils ont les moyens sur la durée de tenir dans cette région-là. Maintenant, s'ils font vraiment effort pour y rester, ils seront peut-être capables de le faire. Car les Ukrainiens ont fait preuve depuis le début de cette guerre d'un grand courage. Et il faut reconnaître que l'identité ukrainienne, elle s'est affirmée tout au long de ce conflit. Et si l'Ukraine et les Ukrainiens n'étaient pas attachés à leur pays, ils n'auraient pas consenti un tel sacrifice au feu. Donc c'est la preuve que l'Ukraine est un pays qui veut vivre et qui mérite de vivre et qui a fait tout ce qu'il pouvait pour tenir tête à l'armée russe. Donc, mais il n'en reste pas moins vrai qu'ils reculent partout et qu'à un moment donné, si le front craque... C'est ça, c'était ma question suivante. Oui, le front peut craquer à un moment donné. Ouais. Et à ce moment-là, il y aura certainement une accélération des mouvements et des menaces sur des villes encore plus importantes que celles qui sont menacées. Donc, alors les Russes, contrairement à ce que longtemps on a dit, font quand même effort pour ne pas sacrifier inutilement leurs soldats. Ils ont adapté leurs techniques, ils utilisent des contournements, ils construisent des chaudrons pour que les unités ukrainiennes soient obligées de s'en extraire, donc de se replier vers l'ouest. Enfin, toute une manœuvre de ce style-là. Quand des généraux russes cherchent trop vite avec des assauts frontaux, plusieurs ont été limogés parce qu'ils avaient coûté du sang inutilement à leurs unités. Donc il y a quand même, de la part des Russes, c'est plus l'armée de Staline. Oui. Et donc ils sont
Ce qui explique aussi la lenteur Mm. de leur progression, mais qui est constante et qui est quasiment partout. Donc effectivement, c'est un risque. Alors, le pari, on sent bien, fait par le général Syrski, qui est le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, et Zelensky sur Koursk, sur l'oblast de Koursk, qui est aussi justement de maintenir la pression sur la Russie, enfin, en tout cas, d'avoir ce pion, on va dire. Mais, comme vous venez de le signifier, avec un coût énorme, et si ça craque ailleurs, ça voudra dire que finalement, c'était un pari qui aurait été perdu. Et en effet, le relief et la géographie laissent à penser que si les Russes s'emparent des dernières citadelles du Donbass que possédaient les Ukrainiens, eh bien, ils n'auront plus grand-chose après, il y aura moins de difficultés pour avancer. Donc ça veut dire que les Ukrainiens jouent la montre, mais en même temps, s'ils veulent garder leur pays, ou en tout cas en perdre le moins possible, ils ont intérêt à négocier aussi. Absolument. Oui, oui. Puis je pense qu'il y a une usure aussi de l'aura du président Zelensky au sein de sa propre population. Et il y a des choix qui ont été faits qui n'ont peut-être pas toujours été les bons. Quand il avait été élu, c'était pour, j'allais dire, apporter la paix. Et finalement, les accords de Minsk n'ayant pas été appliqués, tout cet engrenage de violence qui aboutit à l'agression russe contre l'Ukraine aurait peut-être pu être évité. Et je pense que quelque part, l'accumulation des pertes humaines, la façon dont on récupère des volontaires qui sont pris au garrot, amenés dans les camps d'entraînement par la peau du cou, ça c'est une très très mauvaise image. Donc, et puis les sacrifices consentis par la population, c'est jamais bon d'avoir un traité de paix qui s'assoit sur les sacrifices que vous avez consentis pour votre pays. Donc, apparaître un peu vainqueur est important dans une négociation. Et donc, l'idée de faire quelque chose en Russie, d'avoir un gage dans l'oblast de Koursk, c'était une bonne idée politique ou diplomatique. Militairement, ça peut devenir une catastrophe. Militairement, je pense que ça a été un peu un cimetière. J'ai souvent comparé cet aspect d'offensive en territoire russe à l'offensive allemande de 1944 dans les Ardennes. Oui. Et je pense que ça tient un peu de ça, c'est-à-dire que... Ça ressemblait beaucoup. Moi, je crois qu'au maximum, ils ont pris 1200 km² et von Rundstedt, l'offensive Rundstedt avait pris à peu près 1200 km² en Belgique. Je ne le savais pas. Oui, si, quasiment. Voilà. En tout cas, c'est... Ouais. Et la casse est quand même très importante. Donc, Et là aussi, l'armée allemande avait... ensuite, les Américains sont rentrés plus facilement en Allemagne. Après les Ardennes. Bien sûr, et les réserves utilisées n'ont pas permis de soutenir à l'Est la grande offensive soviétique. Donc je pense que ça a du sens de les comparer en fait. Et je pense que quelque part, c'est un péché d'orgueil. Moi je pense que tenir et avoir des réserves pour contre-attaquer, pour maintenir sur la ligne de front, être capable de varianter les efforts pour justement... ralentir la progression russe, voire la bloquer sur les endroits les plus stratégiques, était peut-être plus important que de faire une action à Koursk, qui finalement ne pèsera pas lourd au moment des négociations. Et une dernière question sur ce conflit. Une des intentions, en tout cas affichées par certains politiques américains de l'administration Biden, était... d'abord de sauver l'Ukraine, en tout cas de lui permettre de se défendre en l'armant. On a assisté à toute la palette, ça a commencé par les HIMARS, ensuite les chars lourds. Maintenant, on arrive à la phase des avions. Il y a eu aussi celle au moment en décembre dernier des missiles à longue portée pour frapper le territoire russe. Donc une escalade, on va dire, qui nous a quand même conduit parfois à quelques inquiétudes et à un spectre brandi par Poutine d'une guerre atomique. Mais globalement, cette guerre qui était censée affaiblir la Russie, on se rend compte qu'économiquement, la Russie va avoisiner les 4% de croissance et que surtout militairement aujourd'hui, elle va disposer, et elle dispose avec les drones, l'armée ukrainienne n'est pas mauvaise aussi évidemment sur cette question,
est en passe de devenir peut-être la meilleure armée du monde. Qu'est-ce que c'est pas contre-productif? On a voulu affaiblir la Russie et en réalité, est-ce qu'on ne l'a pas renforcée? En tout cas, je pense que les Russes ont fait preuve d'une adaptation comme ils savent le faire. J'ai toujours dit que les Russes commençaient mal les guerres, mais ils finissaient bien. Depuis Napoléon, ça s'est vérifié. Même contre la Suède, avec la bataille de Poltava. Donc, les Russes ont cette capacité à intégrer, à se remettre en cause, et en s'appuyant sur le courage de leurs soldats, qui, comme les Ukrainiens, extrêmement forts, arrivent ensuite à fournir un outil militaire bien adapté au temps et bien adapté aux capacités, enfin bien adapté à ce que la Russie diplomatiquement veut faire. C'est vraiment un outil de puissance. Effectivement, le vieil adage que la guerre est le meilleur professeur, même si ses leçons coûtent cher, les Russes sont éminemment, avec les Ukrainiens, au top des connaissances tactiques actuelles de la guerre. Oui, l'armée russe est certainement la plus entraînée, la plus combative et qui a la plus d'expérience parmi les grandes puissances militaires. Et est-ce que, on va dire là plutôt dans la sphère politico-médiatique, on ne s'est pas illusionné, parce qu'on a vécu 3 ans de guerre, on a entendu quand même beaucoup de prophéties qui ne se sont pas réalisées sur d'abord le côté archaïque des Russes, des choses qui ont été racontées, les fameuses puces de machines à laver, des choses comme ça. Est-ce que finalement, notre propre propagande, on va dire, appelons-la comme il se doit, ne nous a pas desservis finalement? Si, parce qu'elle nous a fait peut-être prendre des décisions ou des soutiens qui n'étaient peut-être pas adaptés à la réalité de la situation, en tout cas du futur. Je pense que les Russes doivent avoir une certaine rancune contre la Grande-Bretagne et la France, notamment, qui nous feront peut-être payer un jour. Je ne sais pas sous quelle manière, mais moi, si j'étais russe, je garderais toutes les destructions qui ont été faites grâce aux armements occidentaux. Et donc, les Français, on a quand même participé avec nos scalps et autres. Mais moi, dès le début, j'ai été frappé, puisque j'ai participé très vite, à partir du 28 février, à des émissions télé, que ce soit sur CNews, CI, France Info, etc. J'étais toujours frappé de l'exagération des pertes. Et moi, j'expliquais sur tous les plateaux que si les pertes qui étaient annoncées par les Ukrainiens ou par les intervenants sur les pertes russes, la guerre était déjà terminée, puisque au bout de 2 mois de guerre, ils annonçaient 50 000 tués. Donc si vous rajoutez un tué pour 4 blessés, il y avait déjà plus de morts et de blessés que ce que les Russes avaient engagé sur le théâtre. Je me souviens d'ailleurs, pour parenthèse, qu'à l'époque, vous étiez un des rares à expliquer que les Russes étaient moins nombreux que les Ukrainiens. Oui. On pensait qu'ils étaient arrivés, et que c'était les vagues humaines, etc. Et ça allait avec cette analyse erronée. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, ils prenaient les chiffres de l'armée russe en général. Et ils n'ont pas regardé... Seule l'opération spéciale. Voilà. Ouais. Et effectivement, l'opération spéciale, je l'ai rapidement compris, pas tout de suite au début, parce que c'est quand j'ai eu des renseignements par les Français que j'ai compris que c'était vraiment un Anschluss, que les troupes russes qui étaient parties vers Kiev, etc., qui n'avaient pas d'hommes dans les transports de troupes pour débarquer et combattre, c'était vraiment un Anschluss, une tentative de faire peur et d'annexer avec un château de cartes qui s'effondre. Mais là, ils sont tombés sur un os terrible. Et cette première phase de la guerre a induit en erreur beaucoup de spécialistes. Alors, très intéressant, nous on avait eu des discussions justement sur cette première phase de la guerre avec des officiers russes dans le Donbass, qui nous expliquaient qu'il y avait eu d'abord un manque de préparation, lié en partie à la structure de l'armée russe dans les années, enfin jusqu'à février 2022. L'officier en question me disait, un peu comme vos armées, le conscrit de base, il n'est pas vraiment entraîné. Enfin, il est entraîné. On a des super forces spéciales, habituées à lutter contre les terroristes, etc. Mais voilà, bon. Et sur ce même officier m'expliquait que quand il s'est retrouvé autour de Kiev,
ils avaient des cartes d'état-major qui dataient de 1975, sur lesquelles il y avait marqué une forêt, et en y allant, ils ont découvert une ville. Voilà, par exemple. Oui. Et d'autres choses comme ça qui ont été un peu pris à la légère et qui ont fait que l'opération a été quand même, somme toute, catastrophique. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je parle d'Anschluss. Parce que si c'était attendu à vraiment faire une guerre, ils n'auraient pas fait ça. Ils sont allés d'une façon, j'allais dire, oui. Vous savez, Hitler, lorsqu'il a fait l'Anschluss de l'Autriche, ça a été une catastrophe. Embouteillage partout. Il est arrivé avec très peu d'hommes. Si les Autrichiens avaient voulu, ils l'auraient coxé. Enfin, ils l'auraient attrapé, fait prisonnier. Vous voulez dire qu'ils étaient peut-être un peu sympathisants, ces certains. mêmes Autrichiens, puisque Hitler est autrichien, on a tendance à l'oublier. Oui, mais je pense qu'ils étaient sidérés aussi. Oui, La et c'est sidération, c'est ce à quoi Zelensky a résisté. Oui. Puisque donc, quand Joe Biden lui disait est-ce que tu as besoin qu'on te sorte, il a dit non, j'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin d'armes. Voilà. Oui. Ça, c'est resté sa phrase quand même célèbre. Mais On peut lui reconnaître un certain courage. Ah ben oui, et puis il a eu une grande fermeté dans la tempête. Ouais. Maintenant, une fois qu'on est arrivé à ce processus de guerre, il a bien agi et il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait preuve de courage. Mais il n'en reste pas moins vrai que ce qu'il aurait fallu faire, c'est éviter qu'on en arrive à cette guerre. Et je pense que le fait de nier la réalité de la perception politique qu'avaient les gens du Donbass, Oui. et ça, c'est la grosse erreur, parce qu'ils n'ont pas voulu l'admettre. D'oublier Minsk, etc. aussi. Il y a une chose, dernière question. On se souvient tous du rôle de Boris Johnson en avril 2022, au moment où des négociations sont sur le point d'aboutir en Turquie, à Antalya, entre la Russie et l'Ukraine. Et donc Boris Johnson intervient pour contraindre Zelensky à ne pas signer, en gros. On a oublié un peu vite aussi, mais ça a été révélé par le New York Times récemment, qu'en novembre 2022, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'était affronté avec le chef d'état-major américain Mark Milley, qui lui, et c'est intéressant parce que la petite musique qu'on avait du Pentagone à l'époque, c'était dans la bouche de Mark Milley, c'était la Crimée, vous pouvez oublier, le Donbass, les chances pour que l'Ukraine sont proches de zéro, enfin, voilà le propos. Il avait même parlé de paix, alors qu'on avait un secrétaire d'État, donc le chef de la diplomatie, qui lui ne parlait que de fourniture d'armes. On avait presque l'impression que les rôles étaient inversés. Et on a appris que justement, Blinken, lui, poussait pour que la guerre continue, alors que le Pentagone, les militaires, on dira, sont toujours, comme c'est eux qui font la guerre, ils ont quand même une vision peut-être plus réaliste, avaient vu assez rapidement la fin et se disaient il faudrait mieux négocier. C'est quand même assez incroyable ça, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas... Voilà, là c'est vraiment les dessous, c'est-à-dire qu'on a voulu continuer cette guerre à tout prix pour, j'en reviens à ma question précédente, pour affaiblir ou pour tenter d'affaiblir la Russie. Oui, tout à fait. Puis les Russes disaient souvent l'Occident veut que la guerre se fasse jusqu'au dernier Ukrainien. C'était leur slogan. Et je pense que les Anglais ont une sorte de revanche Oui, c'est étonnant ça aussi, le rôle des Anglais. Dans les états-majors. J'ai un camarade qui a participé à des réunions où les Ukrainiens remettaient en place les Russes, les officiers anglais qui voulaient attaquer là, faites ci, faites ça. Ils disaient mais c'est le sang ukrainien qui coule, c'est pas le sang anglais. Et donc oui, les Anglais ont presque une je cherche à peser mes mots quand même, mais une sorte de revanche sur la Russie. Incroyable. Oui. Qui est historique ou comment vous l'expliquez? On a un peu de mal à se dire, mais pourquoi cette haine des Russes, en fait? Peut-être parce qu'ils sont churchilliens. Le mur qui s'est abattu, le rideau de fer qui s'est abattu sur l'Europe, le fait que la Seconde Guerre mondiale s'est terminée d'une manière boiteuse finalement. Ouais, c'est vrai.
Et je pense qu'ils ont peut-être ça, une rancune historique. Et- Puis les Anglais ont toujours été l'ennemi de la principale puissance en Europe. Oui. Quand ça a été la France révolutionnaire, impériale ou celle de Louis XIV, ils ont été contre nous. Lorsqu'en mars 1939, les Français avaient demandé des accords d'état-major, les Anglais l'avaient refusé. Ah oui. Et parce qu'ils voyaient encore la France comme la première puissance militaire, donc la première puissance, j'allais dire, à contraindre, à limiter, à surveiller, plus que l'Allemagne. Et cette politique anglaise, traditionnellement tournée contre la principale puissance continentale européenne, c'est peut-être une rémanation de ce principe. Donc la lutte contre la puissance continentale par opposition à la puissance maritime qui veut dominer le monde. On en reste là. C'est ça. Et également, quelque part aussi, des restes du grand jeu, de ce qu'on appelait le grand jeu, c'est-à-dire cet immense affrontement entre l'Empire britannique et la Russie pour l'accès aux mers du Sud, en fait. Et la guerre de Crimée, par exemple. Voilà, des constantes historiques qu'on redécouvre à travers cette guerre. C'est une guerre, alors je ne sais pas si on arrivera à une négociation, ce sera peut-être un peu le mot de la fin, mais c'est une guerre qui a quand même réveillé l'histoire. Oui, réveiller l'histoire et ses démons aussi, quelque part. Oui, parce qu'on a revu la Première Guerre mondiale avec les tranchées, on a revu la guerre de haute intensité, on a redécouvert, on avait voulu l'oublier, que les Russes et l'artillerie, c'était... Un vieil adage. Voilà, et qu'on avait beau fournir des canons César, ça ne suffisait pas, et que des blindés, des AMX avec des roues dans le Donbass pendant la Rasputitsa, ça ne marche pas non plus. Absolument. Et c'est vraiment j'allais dire, le constat d'échec de nos hommes politiques qui, depuis la chute du mur de Berlin, la fin de l'histoire, le dividende de la paix, ont construit un monde très faible en Europe face à des dangers qui commençaient quand même vraiment à monter. Et nos diplomates n'ont peut-être pas su, j'allais dire les diplomates occidentaux, Oui. ou européens en tout cas, faire en sorte qu'il y ait une Europe un peu différente que celle qui s'est construite finalement contre la Russie. Et je pense que ça, c'est la grande erreur de nos diplomates et enfin, de nos hommes politiques. Général Baril, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci d'être venu nous rendre visite aujourd'hui et c'est toujours passionnant de vous avoir et de débattre sur ces sujets. Je pense qu'on aura l'occasion de vous recevoir, je pense, une 4e fois parce que, à mon avis, on n'a pas fini. On n'a pas parlé de Gaza. Il y avait beaucoup de choses sur l'Ukraine, mais en tout cas, c'était très complet, très riche. Merci de nous avoir fait partager votre expérience, en particulier sur le Tchad, évidemment. Et à vous, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cet entretien, ce grand entretien. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à vous, à tous. À très bientôt. Au revoir.